c'est ça que je veux faire en fait. Et c'est ça que je cherche depuis des années, que je sais pas ce que je voulais faire de ma vie et je fais c'est ça que je veux faire. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on est en compagnie de Charline et je vais vous présenter tout l'univers de Charline, son parcours, tout ce qu'elle a à nous partager puisque Charline est créatrice de bijoux. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Hello Charline! Salut! Aujourd'hui, on va un peu parler de ton parcours, de qui tu es, de comment tu t'es lancée dans la bijouterie, bref, tu vas tout nous raconter. Okay. J'ai mes petites questions, voilà, le but c'est vraiment que tu puisses nous partager comment t'en es arrivée là et tous les petits secrets que tu peux avoir pour peut-être les créatrices de bijoux qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ta marque et ce que tu fais aujourd'hui? Alors, ma marque s'appelle Logarithme et Aquarelle, c'est une marque de bijoux, du coup, artisanaux. Je fabrique des bijoux, alors essentiellement en laiton pour l'instant, et que je fais dorer à leur fin ou blanchir à l'argent. Ah, donc tu n'utilises pas d'argent? Alors, quand c'est couleur argent, j'utilise, là je commence tout juste maintenant. Mais quand c'est couleur argent, pour l'instant, oui, c'est blanchi à l'argent. En fait, je viens d'avoir mon poinçon, je viens d'avoir ma balance. Le fameux. C'est tout nouveau, c'est ça. Tout est tout nouveau et donc je commence enfin, tu vois, ce week-end, j'ai fait mon premier bijou en argent. Quoi. Donc, je fabrique essentiellement des boucles d'oreilles, parce que j'aime bien les boucles d'oreilles. Moi, pas du tout. Hein. Voilà. Et parce qu'il n'y a pas de taille sur les boucles d'oreilles. Et c'est quelque chose qui est très pratique. C'est pas à négliger ça. C'est vrai que c'est intéressant de le préciser, qu'en fait, c'est aussi pour ça qu'en fait, ça a dû... Moi, je fais essentiellement de la vente à distance, donc par Internet. Et en fait, il y a plein de monde qui ne connaît pas sa taille de doigt. Même pour les bracelets, pour des joncs, il faut qu'il y ait des tailles à gérer, tout ça. Et au début, j'ai fait des bagues, j'ai fait des bracelets et très vite, ça a été une énorme prise de tête pour les tailles, pour comment faire mesurer aux gens, pour faire imprimer des baguiers, etc. Mais selon les imprimantes, ça imprime pas bien. Et donc j'ai fait, je vais faire des boucles d'oreilles. Depuis combien de temps tu as lancé ta marque Logarithme Aquarelle? Alors, Logarithme Aquarelle, je l'ai lancé en décembre 2019, juste avant le Covid. D'accord, ok. Donc ça voilà, fait quelques années. J'ai déclaré, je me suis déclarée à l'URSSAF. En fait, j'avais déjà une page Logarithme Aquarelle qui existait avant, parce que je faisais de l'aquarelle, justement, etc. Oui, d'ailleurs, j'allais te demander. Voilà, je pourrais raconter pourquoi Logarithme Aquarelle. Je faisais de l'aquarelle et je m'étais mis au wire warping, donc une fabrication de bijoux à base de fils de cuivre, où tu tresses les fils de cuivre, etc. Tu rajoutes des perles, etc. Et donc je faisais ça. Et donc je partageais en fait sur cette page-là mes créations en aquarelle, en wire warping. Et j'ai une copine un jour qui me fait tu fais le marché avec moi et tout ça. Ils prennent les amateurs de toute façon et tout ça. Et puis moi je suis un peu très très carré niveau réglementation, etc. Je dis non, si je vends, je me déclare. Du coup, je me suis déclarée et je l'ai ouverte en décembre 2019 pour pouvoir faire un marché de Noël en décembre 2019 où j'ai vendu donc essentiellement ces bijoux-là faits en perles et en bracelets et quelques bijoux en résine aussi. J'avais quelques bijoux, je faisais de la résine. Et maintenant, c'est quoi alors les techniques que tu utilises? Il me semble que tu as quand même pas mal évolué. Ah oui, j'ai complètement évolué. En fait, c'est le Covid, beaucoup, comme beaucoup de gens qui a fait évoluer, mais aussi le fait que je m'ennuie. Énormément et que que ce soit le wire warping, une fois que je sais faire, je sais faire. Et ça m'amuse plus. Il n'y a plus de... Voilà. Et encore qu'on peut faire plein de choses. Il y a des filles, elles font des trucs magnifiques, et ultra créatifs. Mais pour moi, j'avais fait le tour et je m'ennuyais en fait. Voilà. En fait, j'étais tout le temps frustrée de devoir, par exemple, acheter des apprêts ou je voulais une forme de métal, tu vois, particulière et j'étais obligée de l'acheter. Et j'étais frustrée de ça et de devoir attendre que ma commande arrive et qu'au final, ça aille pas. De pas être autonome finalement dans tes ressources pour fabriquer quoi. C'est exactement ça. La résine, j'ai arrêté. C'était de la résine époxy que je faisais à l'époque. J'ai arrêté pour l'odeur. Et parce que j'ai des chats. Avoir des chats, alors c'est toxique, mais c'est aussi les poils de chat qui volent, etc. Carrément. Moi, j'avais pas de pièces, c'était dans un autre appartement, mais j'étais déjà dans mon salon. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas en fait, mais c'était beaucoup trop compliqué, quoi. Voilà. Et du coup, donc c'est ça qui m'a fait évoluer vers la bijouterie plus traditionnelle, en fait. Pendant le Covid, j'ai reçu la CMA, vu que j'étais inscrite comme créatrice chez eux, donc la CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat, m'a contactée pour savoir si ça allait bien. En fait, c'était sympa. Ils contactaient leurs artisans, disant ça va, comment ça se passe pour vous, etc. Je dis, vous savez, moi j'ai commencé il y a un mois, donc j'ai aucun souci, vous inquiétez pas, et tout ça. Et en fait, en parlant avec la dame, elle me fait mais vous êtes toute nouvelle, mais j'en profite, je vais vous expliquer et tout ça. Et elle m'a dit qu'on avait le droit à des formations. En fait, à partir du moment où il fallait déclarer un tout petit peu à l'URSSAF, c'était le minimum, c'était 1 € je crois à l'époque.
Et grâce à ça, la CMA finançait. Alors la CMA et d'autres organismes, c'est le FCPEA, je crois, mais alors je te dis ça de mémoire. Mais après, ça change très vite ces trucs-là. Oui, parce que je crois que maintenant c'est l'OPCO ou un truc comme ça. Ah donc, oui, ça me parle ça. Et qui finançait des formations dans plein de milieux. Et elle me fait, mais vous savez, on a de la formation en bijouterie. Ok. Je suis ah bon et tout. Je me renseigne de ça. Et effectivement, en fait, à Ploërmel, donc pas loin. Ah oui, pas loin de chez moi, ouais. C'est ça. Il y a une école de bijouterie. Oui, ouais. Voilà. Et eux fonctionnent avec la CMA. Donc t'as fait là-bas, ok. Et donc j'ai fait alors c'est des petits stages d'initiation. Hein, c'est 3 jours. Voilà. Oui, mais c'est pas mal parce que t'es en physique quand même. Mais c'est ça. Et en fait, je suis revenue, mais juste enchantée, quoi. Ouais, tu m'étonnes. 3 jours en faire que ça, moi j'en rêvais. Ouais, hein. Et puis je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire en fait. Et c'est ça que je cherche depuis des années, que je sais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et je fais, c'est ça que je veux faire. Ok. Et donc du coup, j'ai fait cette formation d'initiation plus une formation après un tout petit peu plus poussée où tu fais ce que tu veux, tu leur demandes et ils te forment 2-3 jours aussi. Et sinon, je me suis formée beaucoup avec Mélanie d'apprendre la bijouterie. Ouais, ce que j'allais te demander. Il me semblait que tu avais rejoint cette formation. J'ai rejoint on lui fait un petit coucou si elle nous regarde, parce que je crois qu'elle regarde les vidéos. Et les formations de Mélanie, parce que c'est bien, c'est 3 jours à l'école, etc. Et tout ça, c'est super bien. Mais en même temps, ça passe vite. Et puis une fois que tu es arrivé chez toi, à la maison, tu as d'autres questions. Il n'y avait pas de suivi avec cette formation-là, en fait. Donc tu arrives, tu sais plus quelle lame de Bockfield, quel truc, même s'ils te donnent un petit support de quelques pages. C'est pas forcément suffisant. C'est pas forcément suffisant quand tu fais ça pour la première fois de ta vie. En fait. Donc c'est pour ça que j'ai pris la formation de Mélanie. Et puis après, YouTube. Voilà, à fond les ballons. Moi, c'était que ça. Je veux dire, et puis dans d'autres langues. Je veux dire, tu parles anglais ? Alors, je comprends. Ok. Je comprends l'anglais. Ça, c'est pratique, hein. Je comprends l'anglais et puis en fait pour les vidéos techniques, je trouve manuelles, des fois tu n'es pas obligé de comprendre. Oui, tu vois. C'est ça, de voir le geste. Ou alors tu mets les sous-titres et tu vas voir le mot dont tu parlais, si c'était un outil ou quoi que ce soit pour aller traduire quoi. Mais voilà, donc beaucoup de formations en autodidacte, beaucoup de formations avec Mélanie. J'ai aussi 2 ou 3 formations avec Objectif Bijoux. Pareil, on lui fait un coucou. À Caroline et aussi à Frédéric de les ateliers du bijou contemporain. J'ai eu des formations aussi avec elles parce qu'elles font toutes des trucs différents. C'est ça, c'est très complémentaire. Ce qui m'intéresse, quoi. Et puis, voilà. Donc, et du coup, on n'a pas précisé, mais tu es sur Rennes. Oui, je suis sur Rennes. Une Bretonne. C'est ça. Et par contre, pour retrouver tes créations, c'est uniquement en ligne, du coup, tu disais tout à l'heure. Uniquement en ligne. Alors, j'aimerais bien avoir des bijoux en vente dans des revendeurs endroits. À Rennes, c'est ultra compliqué, c'est pris. Enfin, en bijoux, c'est à chaque fois tu vois qu'il y a une annonce de magasin de créateurs, ils disent tout sauf bijoux. Ça c'est souvent ça. Donc là, je te raconterai, mais je suis en train de pallier ce problème justement et tout ça. Parce que j'en ai marre, parce que c'est vrai que d'avoir ces produits que tu peux déposer quelque part et qui se vendent sans trop que tu t'en occupes, toi, tu as envie de développer ça, J'aimerais bien avoir, parce que clairement, on en parlera, je pense, mais mon gros souci, moi, c'est la vente. Oui, c'est ce que j'allais te dire, on peut rentrer dans le vif du sujet. Du coup, tu es uniquement sur la vente en ligne, et depuis le début, du coup j'ai fait en tout et pour tout, j'ai dû faire 3 marchés. Ok, donc on va dire que c'est quand même ce que tu fais depuis le début. Et comment ça fonctionne? Est-ce que tu es rentable par rapport à ce pan-là? Est-ce que tu vends? Je suis rentable, c'est-à-dire que je n'ai pas à injecter de mon argent personnel dans ma boîte. Ouais, donc déjà c'est rentable. Donc c'est rentable. Des fois ça peut m'arriver juste pour des histoires de, de balance, quoi, tu vois, genre le paiement de trésorerie, le paiement du doreur, là, mais je me reverse dans l'autre sens et ça j'essaye vraiment, c'est depuis 2 ans, c'est vraiment la chose que j'essaye vraiment de faire, c'est de rester à l'équilibre là-dessus. Je veux pas que, je veux plus injecter, parce que c'est trop facile aussi à un moment. Et on se rend plus compte, hein. C'est notre passion, on se dit, mais j'ai envie d'acheter ça. C'est ça. Et au final, tu te rends compte que tu t'as rien acheté pour toi et que tu as tout acheté pour ta boutique. Alors c'est cool parce que ça te fait plaisir, parce que c'est tes outils, tout ça. Mais il faut rentabiliser. Mais il faut rentabiliser à un moment. Donc voilà, donc ça vraiment c'est quelque chose auquel je fais très attention, c'est d'être rentable et tout ça. Et puis tant pis, j'ai besoin d'un outil, j'attends en fait. Et du coup, au niveau des ventes, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en termes de volume, ce que tu vends? Alors moi, je travaille en mini-série. C'est-à-dire que je vais faire entre 12 et 20 pièces par série. Qui sont, donc tu vois, il y a 4 modèles, à chaque fois j'en fais 3 ou 2 de chaque, etc., que je fais dorer, donc ils sont
entre guillemets tous uniques, c'est-à-dire qu'une paire de boucles d'oreilles, par exemple, je vais en avoir 3 modèles, enfin 3 pièces de ce modèle-là. Ouais. Et ce modèle-là, il y en aura un argenté, un doré, un doré rose. Et tu en refais du stock ou c'est juste c'est ce qui reste, c'est tout, c'est des pièces uniques en fait? C'est ça, c'est des pièces uniques dans ce sens-là. Ok. Pourquoi? Parce que je m'ennuie. Ouais, toujours. J'ai ce besoin de changer. Enfin, tu vois, c'est bien que tu aies vu du coup que ta façon de faire à toi, elle devait être comme ça pour te plaire, quoi. Ah bah ouais, parce qu'en fait, ça, je l'ai vu très vite, c'est-à-dire que j'avais fait une collection de bijoux géométriques et tout ça, et j'étais trop contente, et je l'aimais trop, et je l'aime trop, hein, cette collection et tout. Et elle s'est bien vendue, entre guillemets, pour le début d'une boîte, voilà, hein, ça s'est bien vendu. Mais très vite, en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus envie de les refaire, ces bijoux-là. Ouais. Enfin, tu vois, j'étais là, bon, faut que je fasse, mais il y avait, mais je suis pas obligée il n'y avait pas l'entrain et tout ça, et puis j'arrivais pas trop à me dépatouiller, tu vois, j'étais stressée de faire attendre les gens parce qu'il fallait que ça passe chez le doreur. Ouais. Donc ça veut dire que déjà moi mon temps de fabrication, puis je disais que j'envoyais chez le doreur à telle date. Donc il faut combien de temps du coup? 3 semaines un peu pour attendre le doreur? Entre 10 jours, déjà lui il met entre 10 jours et 3 semaines, donc plus moi mon temps de fabrication. Bah oui, quand j'envoie chez le doreur, je peux pas les envoyer un par un, il y a un nombre de pièces minimum. Les frais de port coûtent très cher parce que j'envoie en envoi assuré, lui me renvoie en envoi encore plus assuré, donc tu comptes entre 40 et 50 euros de frais de port pour un envoi chez le doreur. Ah oui, donc il vaut mieux en envoyer pas mal aussi. Bah oui, c'est ça, tu vois, parce que tu le répercutes sur le prix du bijou après, donc tu peux pas te permettre d'envoyer 3 bijoux, quoi. Donc du coup, c'est là que j'ai eu ce fonctionnement en mini-série et tout ça. Et après, sur mes mini-séries, j'envoie d'autres choses aussi. C'est-à-dire que déjà, j'envoie les bijoux que je fabrique pour ma fille. Parce que ça, elle a beaucoup de demandes d'elle. Elle en profite, maman est bijoutière. Je crois que c'est elle qui a le plus de paires de boucles d'oreilles. Qui est la plus contente que maman fasse des bijoux. C'est ça. J'envoie des bijoux pour moi aussi. Et puis là, maintenant, je me mets à fabriquer des toutes petites puces d'oreilles aussi. Oui. Ouais. Donc, que j'envoie aussi en même temps. Mais que je vends différemment de mes séries, quoi. C'est pas le même principe de vente. Mais voilà, le problème, alors ça a un inconvénient, hein, cette vente en mini-série comme ça, c'est que ça te fait des ventes à un moment, et après tu as un creux. Rien. Ouais. En fait, tu as des moments de creux. C'est pour ça aussi que j'ai mis cette collection permanente de petites puces en place, en fait. D'accord. Pour avoir un truc, pour avoir un fil rouge en fait, et c'est pour ça que j'aimerais aussi avoir ces bijoux, ou du moins des produits à vendre dans des boutiques, tu vois, qui pourraient ramener un revenu. Pérenniser un peu plus. C'est ça. Parce que du coup, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un peu en niveau chiffres, déjà, est-ce que tu te sors un salaire de ton activité? Alors, je me sors un salaire au moment de Noël. Ça, au moment de Noël, j'ai pas de souci à me sortir de salaire. À la fête des mères, j'arrive à me sortir quelques... 200, 300 euros, Saint-Valentin aussi, voilà, sur des moments comme ça, oui. Là, à Noël, j'ai pu me sortir, je me suis sorti un bon salaire, j'ai dû pouvoir sortir 600 euros quand même. Enfin, donc pour moi, c'est un bon salaire. Oui. Hein. Mais voilà, et j'ai laissé pas mal dans la boîte aussi, parce que je voulais laisser pas mal dedans, parce que je savais que j'allais avoir de l'achat d'outils, etc. cette année. Donc j'aurais pu sortir un peu plus, mais ça a été mon choix de... Voilà. Après, voilà, mon gros souci, c'est de vendre, comment dire, toute l'année, etc. Ouais. Et j'ai ce souci de... c'est compliqué, je trouve, mon système de mini-série, je l'aime bien et je vais continuer comme ça. Mais il faut vraiment que j'arrive à trouver quelque chose. Pour moi, c'est très compliqué de vendre un bijou quand je suis en train d'en fabriquer un autre. Tu vois ce que je veux dire? Enfin voilà, parce que mon esprit est plus dans la collection d'avant. Faut bien s'organiser, quoi. Voilà, faut bien s'organiser. Donc là, j'ai fait différemment pour la collection des fleurs qui va sortir là pour le printemps. Enfin, pour le printemps. Qui est bien commencé et pas vraiment arrivé encore, mais pour cette collection des fleurs, je l'ai montré pour une fois. D'habitude, je montre rien. Et je montre que quand elle revient de chez le doreur. Et là, je commence à teaser dessus. Et là, j'ai montré de la fabrication. J'ai décidé que teaser un peu plus en avance. Voilà, teaser un peu plus en avance et tout ça. Voilà, et pour voir, pour tester, hein, comment est-ce que je vais vendre mieux. Est-ce que, comme ça, je me dis que les gens s'attachent peut-être aussi aux bijoux. Ah ouais, tu vois, j'ai fait beaucoup, c'est ça. Effectivement, et j'ai fait beaucoup de sondages, sur dans quel ordre vous préférez les fleurs, quelles perles vous préférez, tout ça. Et moi, ça m'aide aussi parce que là-dessus, je suis jamais sûre de moi. Tu vois, je suis toujours en train de tergiverser pendant des heures en mode. Non, mais donc, ça donne confiance d'avoir des retours de ses abonnés, c'est clair. Hein. Carrément. Donc voilà, on va voir ce que ça donne là pour ce teasing, là. Et après, je vends très bien, c'est-à-dire que la plupart de mes bijoux partent très bien au lancement.
Ouais, ok. Ça, je sais faire des lancements. Donc tu sais faire des bons lancements, ça c'est bien. Ça. Je sais faire des lancements, il n'y a pas de souci, mais je ne sais pas vendre sur le long terme. Ouais, ok. C'est-à-dire qu'après le lancement, par contre, et j'ai très vite, c'est ce syndrome de l'imposteuse, je crois, l'impostrice, je ne sais pas comment on dit, mais l'imposteur, quoi, qui reprend le dessus et cette impression, et je sais que pourtant tu le dis, hein, que tout le monde le dit, que les clients ont besoin de voir plein de fois le bijou et tout ça. Mais sauf que en fait, j'ai peur d'embêter les gens. Ouais. Je me suis dit, mais c'est bon, je leur ai montré 45 fois, et puis mon poste là, il fait trop pub, et puis ça va les enquiquiner, et puis ils en auront rien à faire. Ouais, puis... je vois ce que c'est. Bah, d'ailleurs, j'ai prévu une vidéo YouTube à ce sujet. Alors, je pense à l'heure où on la publiera, la nôtre, elle sera déjà en ligne peut-être. Mais c'est comment parler et communiquer en fait sur ces créations sans saouler les gens. Parce que c'est tout le monde en fait se fait cette remarque. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi une sorte d'état d'esprit à changer un peu son mindset pour arriver à être à l'aise et avoir aussi peut-être un fil conducteur, tu sais, pour se dire bon bah tête baissée, j'y vais, je fais ça. Et du coup, faire taire un peu ce syndrome de l'imposteur pour être dans l'action parce que c'est pas évident. Ouais. C'est vraiment pas évident et pourtant on sait bien qu'en fait il y a très peu de gens qui voient même si tu as 1000 abonnés sur les 1000, quand on a tout 200 qui voient ton post, voilà. Donc, et les gens qui t'aiment bien finalement, ça les embêtera pas de voir 3 fois le même bijou. Tout à fait. Et après tu vois par contre le gros problème que j'ai eu pour vendre, alors j'ai bien vendu quand même ma collection de cœurs pour la Saint-Valentin et tout, mais c'est une collection que j'ai fabriquée au moment de Noël. Ok. Relativement en retard, relativement fatiguée, etc. et tout. Et j'ai pas du tout eu le temps, ni pris le temps de filmer la fabrication. Ah oui, bah oui. Et c'est beaucoup plus dur à vendre. Bah oui. Hein. Parce que ça, je le dis dans l'Artisanat Academy. Oui. Non mais voilà, et j'ai filmé un peu par-ci, par-là. Mais voilà, j'étais tellement pressée, etc. Parce qu'il fallait que ça revienne à temps et que j'étais tellement fatiguée des ventes de Noël avant, etc. Parce que finalement, j'ai super bien vendu à Noël et je pensais pas vendre autant. Mais du coup, ça m'a pris sur mon temps de fabrication que j'avais prévu, etc. Et tout. Et d'ailleurs, petite question, c'est vrai que je t'ai pas dit, mais t'es à temps plein sur ta marque ou pas? Je suis à temps plein, ouais. Ok, donc en gros, t'avais pas besoin de ta marque pour vivre et du coup, tu permets d'être à temps plein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai la chance de vivre avec mon conjoint qui a une bonne situation, qui a un bon poste, donc ça c'est vraiment une chance. Il y a un inconvénient à ça, c'est que alors c'est bien de ne pas avoir d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je veux dire, il n'y a pas de... Enfin, je ne vais pas me plaindre voilà, de ça. Hein. On n'est pas non plus riche, on finit les mois, quand on finit les mois à zéro, on est content. La plupart du temps, on est un peu dans le rouge quand même. Mais voilà, il n'y a rien de catastrophique et tout. Mais ça te met pas de coup de pied aux fesses. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, t'as pas de pression entre guillemets et tu la vis un peu à la cool, quoi. Tu peux t'endormir facilement. Et ça m'est arrivé des fois de me dire, vas-y quoi, Charline. Et puis voilà, j'ai cette tendance à la procrastination, comme beaucoup de créatrices, hein, mais c'est la procrastination, c'est voilà, comme on dit maintenant, c'est pas de la paresse, c'est pas tout ça, c'est juste une espèce d'endormissement de. Oui, alors il y a deux types en plus de procrastination, soit la procrastination active, c'est-à-dire qu'on va faire plein de trucs, mais juste pas ce qu'il faudrait faire pour le développement, pour nos objectifs, quoi. Ou la procrastination passive, où là effectivement c'est qu'on fait rien entre guillemets, on est plutôt. Moi je suis plutôt dans celle active à faire tout ce qui sert à rien et mais en même temps parce que c'est toujours vachement plus drôle de fabriquer tester des nouveaux trucs, voilà. De tester un nouveau truc que de faire la FAQ de ton site internet. Ah, on est d'accord. Voilà, il y a des priorités quoi. C'est ça. Mais voilà, moi c'est mon gros souci, c'est ça et c'est l'organisation et c'est tout ça. Mais oui, voilà, j'ai eu la chance en fait de commencer cette activité après. Je touchais plus de chômage. J'étais en arrêt maladie depuis assez longtemps et ce qui fait que mes revenus étaient à zéro. Donc ce qui fait que ça ne m'a rien changé. Enfin, un petit peu, parce que aussi, quand tu te déclares en auto-entrepreneur, du coup, il y a des trucs au niveau de la CAF. Voilà, ça m'a fait perdre 200. Mais voilà, c'était pas non plus... ça a été compliqué par moments, mais c'était pas non plus la mort, quoi. Voilà. Donc oui, j'ai cette chance-là, mais voilà, faut juste... ça se développe, mais petit à petit, du coup, à ton rythme. Après, voilà, hein, je suis contente. Comme je t'avais dit, le premier Noël où j'ai fait avec toi, où j'avais déjà vendu 3 fois plus que l'autre Noël, là, j'ai vendu, à ce Noël-là, j'ai vendu 2 fois plus que le Noël dernier, quoi, tu vois. Donc, oui, parce que du coup, on l'a pas dit, mais tu es élève de l'Artisanat Academy, mon programme de formation. Est-ce que tu peux d'ailleurs nous en parler? À quel moment tu l'as rejoint? Pourquoi? Alors, j'ai dû le rejoindre début été 2022, je crois. Avril 2000. Enfin, il me semble que tu avais fait. Il y avait un truc, il y avait un paiement en 10 fois. Oui, il y a eu des lancements, il y a eu un lancement vers cette période-là. Donc, j'ai profité de l'été beaucoup pour travailler dessus et tout. Moi, alors, je suis venue sur ta formation parce que fabriquer, je sais faire. J'ai pas de souci. Mais vendre mes produits, juste,
Je nage. Enfin voilà, c'est ultra compliqué pour moi de parler de mes produits. Tout ça, c'est ultra compliqué. Et en même temps, tu m'as appris des choses aussi vraiment niveau fabrication, pas technique, mais au niveau de l'organisation de la fabrication, c'est-à-dire la collection. Faire une collection, je ne savais pas, donc j'en avais fait si tu veux, mais sans savoir que c'était des collections au feeling. Mais là-dessus, ça m'a vraiment aidé quoi, de voir, et c'est grâce à ta formation que j'ai trouvé mon idée de mini-série, de fonctionner comme ça, etc. Et ça a vraiment mieux marché. Enfin voilà. Le fait, tes aides, enfin tout ce que tu expliques pour poster sur Instagram et tout, les photos, enfin voilà. D'ailleurs, on linkera évidemment le lien de ton compte Insta, ta boutique est tout en description. Donc Instagram, c'est l'outil que tu utilises le plus. Oui, Instagram. Bon, ça reposte sur Facebook directement. J'ai pas mal de ventes sur Facebook. J'ai des copines, alors elles vont râler en voyant la vidéo, mais je vais le dire, j'ai des copines d'un certain âge qui n'aiment pas Instagram. Donc voilà, je dis je pense qu'il n'y a pas d'un certain âge, elles ont mon âge. Non, mais c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas le même catégorie d'âge sur les deux réseaux. Non, c'est pas le même public. Ah non, j'ai clairement un public beaucoup plus jeune sur Instagram que là. C'est beaucoup plus des personnes de mon âge sur Facebook. D'ailleurs, est-ce que vous arriverez à deviner son âge? Parce que, petit spoiler, tu ne fais pas du tout ton âge. Merci, j'aime bien pas faire mon âge. On verra en commentaire du coup ce que les gens répondent. Mais du coup, je vends bien sur Facebook aussi, donc moi ça poste automatiquement, tu sais, donc voilà, donc c'est très bien. Voilà. Email alors j'essaye, j'en fais de temps en temps. C'est un truc que j'ai du mal pour l'instant à tenir sur le long terme. Mais je pense que là justement, j'y réfléchissais il y a quelques jours. Il faut vraiment que j'arrive à me faire un plan. Enfin, tu vois. Parce que la vente, tu disais que tu n'étais pas forcément. Enfin, tu arrives à faire plein de choses, mais la vente, c'est un peu le truc qui coince. L'email, au niveau de mes lancements, j'en fais. Tu vois, et c'est après, il faudrait que j'arrive. Je vois Clotilde de Clotou, qui j'aime beaucoup. D'ailleurs, on dit, je crois, Clotoux. Clotoux, j'ai découvert ça, je savais pas. Mais Clotilde, si tu passes par là. C'est Clotoux, Et j'aime beaucoup ces newsletters où elle parle de sujets d'autres, et ça, j'aimerais bien réussir à faire ça. J'aimerais bien réussir à enlever qu'il y ait un attachement autre que la vente. Enfin, tu vois, ça parle des bijoux quand même. Hors période de vente, quoi. Hors période de vente, et que ce soit pas juste du pur aller sur le site, voilà quoi. Que ça raconte, faire plus du storytelling aussi. C'est ça, Et c'est ce que je me dis. En plus, moi qui suis toujours en légende, je galère des fois parce que je suis j'ai plus de place. Ah oui, t'as des choses à dire. Il faut faire du visuel alors. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, au moins sur l'email, j'aurai la place d'écrire tout ce que je veux. Et d'ailleurs, l'astuce, c'est plutôt de commencer par écrire ton email. Comme ça, tu racontes des tonnes, et en fait, après, tu recycles ton email en petit contenu pour les réseaux. Donc c'est ça qu'il faut que j'arrive à faire. Mais c'est quelque chose, la newsletter, c'est avec toi que j'ai commencé à la mettre en place. Et en plus, c'est très très sympa à faire. Je pense que beaucoup de créatrices ont peur de ce canal-là, mais en fait, une fois qu'on l'a pris en main, qu'on a fait un email avec la technique de, voilà, t'as tes bases de contacts, comment on envoie une campagne d'email, qu'est-ce qu'on met comme objet et tout, une fois qu'on a compris le truc, après en soi, c'est pas très compliqué. Et puis, on a tendance à le voir très pub. Alors que finalement, il y en a plein, moi, de newsletters que je reçois maintenant et que j'ai plaisir à lire et que limite j'attends. Et même des personnes dont le produit m'intéresse pas forcément, mais je trouve bien la newsletter. Très sympa ce qu'elles racontent et ce qu'elles disent, et que ce soit sur leur création, sur leur travail et tout ça. Et ça, c'est intéressant parce que tu dis que t'achèterais pas forcément les créations en fait pour toi, mais si par exemple un jour tu as une occasion ou un cadeau à faire à quelqu'un, t'es quand même dans la base email et tu pourras peut-être penser à acheter la création pour quelqu'un. Du coup, j'ai eu des petites questions sur Insta que ma communauté voulait te poser, et notamment une, et on fait un petit coucou à Justine Factory, puisque c'est une des élèves de l'Artisan Academy, qui voulait du coup te demander qu'est-ce que ça fait de passer le cap des 1000 abonnés sur Instagram. J'ai envie de dire enfin. Non, c'est vrai que c'était un peu j'essaye de pas m'attacher aux chiffres. Mais c'était un peu mon but, etc. et tout. Et en fait, sur le coup, je me suis tapé un coup de stress. J'étais là, il y a 1000 personnes qui peuvent voir mon travail. Et puis, ça t'a fait quelque chose? Ouais, ça m'a fait quelque chose, parce que depuis le temps que j'attendais ça, même si j'essaye de ne pas m'accrocher aux chiffres, mais j'ai stagné pendant très longtemps vers 800. Et j'arrivais pas à passer ce cap et tout ça. Et du coup, je suis contente d'avoir passé ces 1000 abonnés. Après, je les ai passés grâce à des partenariats. Ok, ça c'est intéressant de le dire. Oui. Ouais. C'est donc grâce à 2 partenariats, un concours lancé par Delphine Bulle de Portage, qui est monitrice de portage.
et qui fait tous les ans. Et là, c'était pour les 3 ans de son entreprise, un petit concours, enfin un petit concours, je sais petit, c'était un truc énorme parce qu'il y avait 20 lots. Ah oui, donc non, oui, pas si petit que ça. Pas du tout si petit que ça. Et un autre concours qui est en cours en ce moment, alors c'est pas un concours, c'est un challenge créatif qui est lancé par 4 aquarellistes qui m'ont demandé de faire, si je voulais offrir un lot, en fait elles font un challenge créatif tous les ans sur un pays, donc cette année c'est la Thaïlande, où elles ont choisi chacune un thème sur la Thaïlande et elles montrent aux gens ce qu'elles font et puis les gens participent, doivent faire leur aquarelle et après font des tirages au sort. Voilà, et donc toi c'était pas pour les bijoux du coup? J'aurais pu offrir un bijou parce qu'elles ont 99% de femmes à les suivre. Et en fait on a réfléchi et j'ai fait un marque-page. D'accord, parce que du coup donc, tu ne fais pas que des bijoux au final. Alors voilà, ça fait quelques semaines que je me suis lancée là-dedans. J'ai décidé, les boutiques de Rennes étant pleines à ras-bord de bijoux et ne prenant pas de bijoux, je me suis dit mais en fait je peux faire autre chose. Et j'ai fait des marque-pages, j'ai fait des pins, broches, enfin voilà, j'ai appris que pins voulait dire broche en fait, parce qu'au début je voulais pas appeler ça broche parce que je mettais une attache de pins et on m'a dit que non mais c'est bon, c'est la même chose. Je crois que Donc voilà, parce que je trouvais que pins, tu vois, c'est dans l'esprit des gens, ça fait moins que des broche, c'est ça, tu vois, c'est voilà, donc des broches. Je suis en train de voir pour faire des petits tableaux aussi, et puis j'ai plein d'autres idées, voilà, sortir un peu du bijou, ça reste du bijou, ça reste sur du laiton, je suis toujours sur donc toujours sur du métal, toujours sur du métal, mais voilà, de faire d'autres produits et qui me permettraient, entre mes mini-séries, là tu vois par exemple ma mini-série du moment, elle est chez le Doreur, j'ai pas encore fini de préparer mon autre, je suis pas encore à repartir sur une prochaine mini-série, et donc là finalement j'ai un trou niveau création, j'ai du temps, donc je pourrais créer ces choses-là. Et plutôt que de créer, tu vois, d'un coup je crée pendant 2 semaines et puis je ne crée plus, puis, enfin voilà, et de réussir à étaler aussi sur le temps tout ça. Et là, donc c'est grâce à ça, j'ai récupéré quasiment plus de 100 abonnés par concours. Et ça, c'est du coup des choses que tu avais dû apprendre dans la salle académie aussi. Voilà, les partenariats, les concours, etc. Et avec Justine, on fait très souvent des partenariats ensemble, parce que c'est ça aussi l'Artisanat Academy, c'est que tu te retrouves entre créatrices. Et du coup, tu as des coups de foudre un petit peu entre, voilà, donc Justine et Elisa, chez qui tu es allée la semaine dernière. Elisa, c'est pareil, là, je sais pas si elle t'en a parlé, mais on a une collab en cours. Voilà, on va sortir des petits trucs pour le mois de mai, pour la fête des mères, toutes les deux. Et voilà, ça permet effectivement de rameuter du monde et puis de montrer de quoi on est capable. Et voilà, et grâce à Justine, moi j'ai gagné en abonnés aussi. Trop bien, maintenant plus de 1000, c'est bon, le cap psychologique est passé. C'est ça. Et comment tu vis d'ailleurs au quotidien Instagram? Je sais qu'il y a beaucoup de créatrices qui ont du mal à apprécier Instagram tous les jours. Il y a certains jours où ça va et d'autres où elles commencent à détester le réseau. Ça dépend vraiment des moments. Sur des gros moments de fatigue, j'ai juste pas envie. C'est clairement, alors, c'est pas que j'ai juste pas envie parce que je vais être dessus personnellement. Oui, d'accord. C'est-à-dire que ça va pas m'empêcher de scroller tout ça. Mais de poster, clairement, ça prend... Enfin, les gens se rendent pas compte, en fait, parce que quand une personne lambda va poster sur Instagram, sa photo de la piscine de tes vacances, ça te prend 4 secondes et demie. Nous, quand ça nous prend 20 minutes, une demi-heure, 1 heure pour un reel ou etc., donc parce qu'il faut réfléchir à ce qu'on dit. C'est ça. Il y a des moments où j'ai pas envie. Après, donc maintenant j'essaye de, alors pas de programmer, c'est-à-dire que je les programme pas. C'est quand même, je les poste manuellement. Parce que je me suis rendu compte que si je les programmais, j'oublie, ça part et je suis pas sur le réseau et du coup je réponds pas et ils tombent dans les oubliettes très vite, quoi. Tu vois. Enfin voilà, donc j'ai besoin d'avoir mon téléphone en main au moment où je poste et de dire à Instagram c'est bon, je suis là, et tu vois, de tout de suite aller répondre aux commentaires et tout ça s'il y en a. Après, donc j'essaye de préparer, la plupart du temps c'est pendant le week-end, je réfléchis à mes posts de la semaine, à ce que je vais vouloir dire. Donc semaine, tu fais semaine après semaine. Ouais, moi je fais semaine après semaine. J'ai essayé de faire sur du plus long terme et il y a toujours des couacs dans ma vie qui font que en fait, non, je trouve ça vachement mieux. Enfin tu vois, je vais pas réussir à m'y tenir si je fais sur un trop long terme en fait. Chacun trouve son organisation. Donc voilà, c'est la plupart du temps, ça va être pendant le week-end, je réfléchis à ce que je vais poster, je me note ça soit dans mon téléphone, soit dans mon agenda vite fait. Le lundi, la plupart du temps, c'est la préparation des posts le plus possible, donc au moins toutes les légendes, des choses comme ça. Même si, et pour des reels par exemple, me dire ah mince, tiens, il me manque cette image-là, va falloir que je tourne ça vite fait tel jour, etc. Tu vois, m'organiser un peu comme ça, ou trouver des photos, ou le mercredi ça va être un post un peu plus cool parce que j'ai les enfants, etc. Même s'ils sont grands, il y a des trucs à faire, enfin voilà, tu vois, s'organiser comme ça. Mais après j'ai eu des moments
pas de ras-le-bol, mais de grosses fatigues et où ça fait du bien quand même de dire bon bah non cette semaine vacances. Hein, mais bon, de toute façon, en fait, moi je sais que je le fais assez naturellement, mais les créatrices ont tendance à penser qu'il faut être tout le temps sur les réseaux. Et en fait, c'est hyper fatigant. Au contraire, c'est un job en fait d'être sur Instagram. Il faut vraiment le voir comme ça et faire des pauses, ne serait-ce qu'au minimum les week-ends, mais évidemment faire des semaines off, des mois off de temps en temps. Moi, le week-end, c'est niette, sauf en période de Noël ou sauf si j'ai quelque chose à dire, tout simplement. Enfin, si tu vois, je me dis ah bah ce post-là, si ce serait bien que je le poste là maintenant. Genre si je fais un lancement le vendredi soir, par exemple, bah, j'aime bien avoir un post le samedi quand même, voilà. Mais sinon, j'essaie vraiment le week-end de pas de post, pas de story, c'est bon quoi. Sauf si j'ai vraiment l'envie de le faire. Ouais, c'est ça. Et puis des fois, il y a le mercredi aussi où je poste pas, où je dis pas c'est pas grave. Quoi. Enfin, voilà, non, mais sachant qu'en plus, il faut pas poster tous les jours, c'est pas une obligation. J'ai réussi à me détacher de ça, mais c'est vrai qu'au début, c'était relativement prenant et relativement... Et cette peur, comme tu dis, que si t'es pas là, quand tu vas reprendre, ça va être catastrophique et tout ça. Et en fait, bah non. En fait, si tu as une bonne relation avec les gens qui te suivent, en fait, les gens, ils vont pas t'oublier. On est entre êtres humains, on va pas s'oublier en 2 secondes. Et puis les gens aussi, ils partent en vacances et puis tout ça. Enfin, voilà. Et rien n'empêche de poster des petites stories aussi, de dire je me repose, machin et tout ça. Oui, ça de prévenir. Juste un petit contact par-ci, par-là. Pas tous les jours, quoi, mais tous les 2-3 jours. Mais oui, non, j'essaye de pas avoir un mauvais rapport... Avec ça. Instagram, bah ouais, parce que c'est mon outil de travail, c'est mon outil de vente, donc si... Voilà, et les gens ont du mal à comprendre quand tu dis « Mais tu vends où ?» Bah sur Instagram, hein. Oui. Non, mais en fait, je communique par Instagram. Je communique par Instagram, etc. et tout, et voilà, j'ai envie de garder le plaisir d'y être, en fait, et le plaisir de communiquer dessus. Et, c'est important. Et de me décorréler un peu, toujours des chiffres, quoi. Mais c'est vrai que des fois, c'est dur. Hein, même si, tu me disais, les 10 000 abonnés. Non, mais c'est... Je pense que c'est psychologiquement, pour prendre confiance, on a besoin de passer certains paliers. D'ailleurs, j'avais une question aussi là-dessus, c'est intéressant de te la poser, parce qu'on parle des 1000 abonnés, mais il y a aussi, par exemple, les gens qui se disent, mais à partir de quand tu as fait ta première vente à une inconnue? Et ça, c'est un palier qui fait passer, tu vois, une étape dans l'entreprise, quoi. Alors, ma première vente... c'est venu assez rapidement, ça a été des bracelets dès le début et tout ça. Mais en fait, il y avait eu un super truc sur Facebook. Alors, c'était un groupe de portage. J'ai été monitrice de portage pour les bébés fut un temps. Donc, j'étais sur beaucoup de groupes de portage de bébés et tout. Et il y avait un groupe, alors je me souviens absolument plus du nom du groupe et tout ça, qui n'existe plus, il me semble maintenant, qui organisait à chaque Noël ce qu'ils appelaient la braderie des créateurs. Alors, tu bradais pas tes trucs, mais leur credo, c'était de faire connaître les créateurs. Et juste, tu mettais un petit post en disant... Moi, je vends ça, ça te faisait un petit coup de pub et tu vois, c'était genre le samedi, toute la journée, on avait le droit de poster nos produits et tout ça. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues, qui sont venues de là et qui m'ont acheté des bracelets et certaines sont restées des clientes fidèles depuis. Donc voilà, mais c'est ça, c'est le coup de pub avec le truc ciblé. Et tu vois, là, on était sur des personnes qui portent en écharpe, mais surtout qui portaient avec des écharpes tissé main, etc. Enfin, il y avait un truc d'artisanat derrière, quoi, déjà, quoi. Donc voilà, c'était la bonne cible, c'était les bonnes personnes, quoi. Et après, sur Instagram, de temps en temps, j'ai des inconnus comme ça. Alors, très souvent, je me rends compte que, en fait, c'est la copine de la copine. C'est normal. Voilà, mais c'est comme ça que ça fonctionne, c'est le bouche à oreille. Et puis voilà, et puis après, au début, j'ai eu un moment où j'étais là, je manque à des copines et tout. Mais en fait, c'est les ventes super importante aussi. On a tendance à se dire on vend à des copines et tout ça. Mais quand une copine nous achète un bijou à 60 €, elle nous achète pas un bijou à 60 € pour nous faire plaisir. Non. C'est que le bijou il lui plaît. Enfin voilà, ou sinon c'est une copine super riche et elle a vraiment envie de nous faire son argent plaisir, par les fenêtres. C'est que le bijou lui plaît, quoi. Donc voilà, et je pense que... oui, ça compte. Il y a beaucoup de créatrices qui comptent pas, qui disent ouais, mais je la connais, en fait c'est une copine. Ouais, mais non, c'est quelqu'un qui a quand même déboursé son argent pour avoir ton produit. Bah c'est ça. Donc ça compte. Ça compte. Et c'est comme ça que ça commence, de toute façon. Oui, c'est ça. C'est très souvent, j'ai ces copines qui sont des super clientes et ces copines, ces amies qui me disent j'ai mis telle paire de boucles d'oreilles pour à tel événement et on m'a demandé d'où ça venait, on m'a dit qu'elles étaient belles. Enfin voilà, et c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Mais effectivement, c'est quand même vrai que cette petite surprise de la commande que tu sais pas d'où elle vient, la commande un peu surprise comme ça, elle fait toujours plaisir, quoi. C'est clair. Oui, après tu repères certains noms, évidemment. Bah oui, c'est ça. Il y a des noms qui reviennent et puis voilà, j'ai des clientes ultra fidèles, quoi.
c'est super cool et je les remercie d'ailleurs. Et ça, c'est pareil, c'est une bonne chose à partager parce qu'en soi, il y a beaucoup de créatrices aussi qui pensent qu'il faut toujours aller chercher des nouveaux clients et des nouveaux clients et des nouveaux clients. Et non, en fait, on peut aussi miser sur la fidélisation. Et ça, dans le programme, je l'apprends parce que c'est hyper important. J'ai toutes des leçons à l'intérieur dessus parce qu'en fait, un client qu'on gagne, eh bien, il peut acheter plusieurs fois par la suite. On est beaucoup dans le minimalisme en ce moment, etc. Donc éviter la surconsommation et tout. Et oui, il y a des personnes qui vont faire très attention, mais ces personnes, justement, peut-être qu'elles vont pas t'acheter des bijoux ou je ne sais pas ce que tu fabriques tous les mois, mais en même temps, peut-être que pendant ces mois-là, elles vont économiser de l'argent pour te racheter un bijou dans 3 mois. Et ça, c'était le cas avec ma marque à l'essence. Et j'avais des personnes qui m'envoyaient des messages, mais trop mignons, en mode j'ai économisé depuis 3-4 mois, je voulais absolument ton bijou, et qui était trop contente de prendre en plus le dernier exemplaire qu'il y avait, et qui m'a envoyé un petit message, et genre c'était trop mignon quoi. Et là, tu te dis, ouais, la personne, elle a économisé son salaire. Il y avait même des étudiants qui me disaient, mais en fait, c'est mon argent de poche que je dépense dans tes créations parce que ça me fait trop du bien de les avoir, de les porter, j'attends avec impatience et tout. Et donc oui, je pense que c'est pas parce qu'on est minimaliste et qu'on fait attention à ce qu'on achète qu'on peut pas acheter plusieurs fois chez une même créatrice, au contraire. Et au contraire, et puis justement, si cette créatrice est dans la même comment dire, vibe que nous, que ce soit niveau écologie, éco-responsabilité, etc. et tout ça, bah, les gens, même s'ils rachètent pas pour eux, ils peuvent racheter pour un cadeau, ils peuvent... Enfin voilà, il y a plein de façons différentes d'acheter. Moi, j'essaye beaucoup de jouer là-dessus sur mes posts Instagram. Des fois, j'essaye de pas viser les gens en disant achetez pour vous, mais en mode tiens, t'as un cadeau à faire. Enfin voilà, parce que c'est le bijou, ça s'offre aussi, quoi. Je pense que c'est important. Surtout en plus les boucles d'oreilles, comme tu dis, parce que il n'y a pas de taille. Voilà, c'est plus facile à acheter quand on sait que ça va plaire dans le style à la personne. C'est ça. On peut choisir les yeux fermés. C'est ça. On sait que ça va aller. Et du coup, sur la fabrication, on n'en a pas du tout parlé, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les techniques de fabrication que tu aimes utiliser et que tu apprécies particulièrement Alors, je suis très changeante là-dessus. Je l'ai dit plusieurs fois. En ce moment, alors je me suis mise à la découpe au boc-fil. Alors, j'ai toujours découpé au boc-fil mes formes et tout ça, mais j'aimais pas ça. C'était vraiment l'outil que j'utilisais, mais de mauvaise foi et pas contente et à reculons. Et j'aimais pas ça et je trouvais ça long et fastidieux et tout ça. Et je me suis lancée dans une collection pour Noël. J'ai fabriqué des flocons de neige. Et du coup, j'ai commencé à découper mes flocons de neige, le tour des flocons de neige. C'était assez fastidieux. Et au final, je me suis rendu compte que j'arrivais vachement bien à les découper. Qu'en fait, je savais me servir d'un boc-fil quand je prends le temps. Et voilà, parce que je suis pas très patiente. Donc, voilà, j'ai une tendance à ça m'énerve, je vais faire ça autrement. Et puis, je montre, c'était à Justine, justement. Je montre à Justine ce flocon, elle fait « Oh, c'est chouette et tout », elle fait « Oh, mais tu crois pas que ajouré ce sera encore mieux ?» Donc ajouré, ça veut dire avec plein de trous à l'intérieur, quoi. Genre ouais, mais j'aime pas le boc-fil et tout. Puis bon, je me fais j'essaye. Donc j'essaye et puis nickel. Et puis je me suis fait toute une collection comme ça au boc-fil. Et donc j'ai adoré. Et je me suis dit bon ça tu vois c'est un truc que je réutilise beaucoup plus maintenant. J'ai réutilisé là sur ma collection de fleuris et tout. Et la gravure en ce moment. Oui, d'ailleurs je crois c'est ce qu'on va tester dans la test fabrication. Donc d'ailleurs si ça vous intéresse, en fait c'est une série de 3 vidéos. Donc il y aura aussi une vidéo où on fera le tour de son établi qui est juste derrière pour voir vraiment tous ces petits outils qu'elle nous raconte tout. Et une vidéo fabrication où on va faire ensemble une création. Et donc on utilisera la gravure. Donc c'est ça. Donc moi c'est de la gravure particulière, c'est la gravure à l'acide. Je grave pas à la main, c'est une gravure à l'acide, mais où il faut dessiner, etc. Et ça c'est un truc j'adore dessiner. Et c'est ce que je faisais quand je faisais les bijoux à la résine, je dessinais beaucoup en fait. Soit je dessinais avant de résiner, soit je dessinais directement sur du papier que je résinais et tout ça. Et c'était quelque chose qui me manquait beaucoup dans la bijouterie. Et donc là je suis contente parce que je retrouve du coup ce dessin que je peux mettre en forme dans le travail de bijoutière, quoi. Et ça, c'est super cool. Donc la gravure, sinon, je regarde mon établi parce que beaucoup les textures. J'adore marteler, j'adore tester. Ah, moi j'adore ça aussi. Donner des coups de marteau. Alors, je suis en appartement, donc... Oui, j'avoue, parce que c'est vrai que oui, ça va les voisins. Alors, j'ai des voisins ultra sympas en dessous, qui font des ménages un jour d'ailleurs. Donc, mais ils sont peut-être pas là la journée. Mais voilà, en fait, ils sont beaucoup pas là la journée. Et après, de toute façon, quand on est arrivé, on est à peu près... Donc, c'est un immeuble neuf ici, donc on est à peu près arrivés tous au même moment. Et directement, j'ai été voir en dessous, j'ai expliqué, voilà, moi je suis bijoutière, si je fais du bruit, il faudra venir me voir. Faut que j'arrête, quoi. Pour que j'arrête, faut me dire les moments où ça dérange, où ça dérange pas, faut qu'on s'arrange et tout ça. C'est un appartement assez petit en dessous, donc j'ai bon espoir que ce soit pas une famille avec des enfants, c'est etc. ça, c'est les enfants en bas âge. C'est ça. Après, j'ai la chance d'avoir deux
autres endroits où travailler. C'est-à-dire, il y a mon père qui habite pas très loin, qui est en maison et qui a un énorme atelier dans son jardin. Trop bien. Donc, tu vois, où je peux aller. Et quand, par exemple, quand je fais du découpoir, donc c'est-à-dire pour découper mes ronds, où il faut taper très très fort, là j'ai tendance à aller le faire là-bas. Tu vois, j'en découpe plein en série, comme ça j'en ai plein en réserve. Et puis voilà. Et sinon, il y a le Cercle Paul Bert où j'ai travaillé longtemps, qui est à Rennes une grande institution d'éducation populaire et de d'animation. En fait, ça fait centre de loisirs, mais ça a plein d'activités, athlétisme, badminton, etc. et tout. Et il y a un atelier de menuiserie à Suisse juste à côté, donc voilà, où je peux aussi aller faire du bruit. Et d'ailleurs, en parlant de localisation, du coup, tu me disais que tu travaillais l'argent depuis pas longtemps. Il y a pas mal de réglementations à ce niveau. Ils ont accepté, du coup, ils ont accepté que je sois à domicile. Saumur accepte encore qu'on soit à domicile. C'est dans la loi, en fait, hein, mais il y a des bureaux de douane qui n'arrivent pas à accepter ça. Mais voilà. Mais par contre, faut se battre un petit peu. Faut se battre un petit peu et j'ai dû souscrire à une assurance spéciale, etc. et tout. Voilà. Et du coup, c'est un projet en fait que je remets au lendemain depuis très longtemps, de faire de l'argent, parce que ça demande un apport financier conséquent, parce qu'il y a la balance, il y a le poinçon. Donc voilà. Et la matière première, qui est plus coûteuse aussi que du laiton, bien entendu. Et sauf qu'en fait, c'est quand j'ai vu qu'il y avait des bureaux de douane qui faisaient marche arrière là-dessus que je me suis dit, oh là 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 là. C'est maintenant ou jamais. C'est ça. Je sais maintenant ou jamais, c'est pas grave. Là, faut. Et tu vois, j'avais bien fait de garder les sous de Noël justement pour faire ça, quoi. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a pas mal d'infos. En tout cas, les gens pourront aller découvrir ton travail. Tu sors bientôt une collection du coup du printemps. C'est ça. Alors, je sais pas exactement quand je sortirai la vidéo, mais en tout cas, allez voir puisque tu sors régulièrement des séries pour aller voir du coup les nouveautés à chaque fois. Et puis on va se retrouver de toute façon dans les 2 prochaines vidéos où on va faire le tour de ton établi, on va fabriquer ensemble. Donc on mettra tous les liens des 2 autres vidéos sous la description de celle-ci. Donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, merci Charline. C'était très intéressant. Bon, super. Et puis n'hésitez pas à nous faire des retours aussi en commentaire sur le parcours de Charline. Si vous avez des questions à lui poser, eh bien n'hésitez pas. Voilà, elle pourra y répondre. On verra pour mettre en commentaire tes réponses évidemment. À bientôt et puis on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao ciao.